Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode d'Origine Podcast. Donc je vais d'abord présenter le podcast avant d'introduire mon nouvel invité. À l'origine, ce podcast il est fait pour donner la motivation aux gens qui, euh, qui doutent, qui veulent se lancer mais qui n'ont pas de confiance en eux et pas de motivation. Donc ça c'est le premier point, puisque je me suis rendu compte à force de grandir qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont partagé leur ambition mais très peu se lançaient. En plus de ça, ce podcast il est principalement fait pour découvrir de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, donc c'est pour ça que tous mes invités sont différents. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc vas-y, en quelques mots, présente-toi. Alors en quelques mots, j'ai 60 ans, une femme, 2 enfants, 2 chiens, 3 chats. Je suis depuis presque 20 ans gestionnaire de patrimoine. Ça signifie que je m'occupe de l'épargne de mes clients. Ok, très bien. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours et pour qu'on puisse enchaîner avec les questions? Absolument. J'ai terminé mes études à Sciences Po à Bordeaux. J'ai commencé à travailler comme vendeur de voitures dans une succursale. Ensuite, j'ai été débauché par un de mes clients qui s'appelait Pioneer Electronics et j'ai travaillé chez Pioneer pendant, je ne sais plus, 12 ou 13 ans. Ensuite, j'ai migré vers les télécoms. J'ai travaillé pour Lucent Technologies. Et là, arrivé à 40 ans, j'ai voulu changer de vie et je me suis lancé dans la gestion de patrimoine. J'ai passé un master spécialisé immobilier et gestion d'actifs et me voilà dans la gestion de patrimoine. Ok, donc tu as changé 2 fois de voie. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que quand tu as emprunté les 2 voies précédentes, tu étais au départ content de ce que tu faisais ou Oui, pas vraiment? J'ai toujours été content de ce que je faisais. Okay. C'est juste la fin où j'en avais marre. J'occupais un poste à responsabilité, beaucoup d'avions, beaucoup de présentations PowerPoint en anglais, à des gens qui ne comprenaient pas forcément ce que je leur racontais. Un peu pris entre le marteau et l'enclume, entre la stratégie de l'entreprise et les équipes de vente, obligé de leur vendre des choses qui étaient invendables en termes de stratégie. Et voilà, donc je me sentais plus du tout à mon aise, je me sentais pas productif. J'arrivais pas à donner un sens à ma vie. Ok, donc c'est principalement le sens. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce que c'est la gestion de patrimoine? Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail? C'est tout bêtement gérer l'épargne et les actifs de mes clients. Donc, dans mon travail, je vais conseiller mes clients sur leur régime matrimonial, les donations, la préparation de la succession, les investissements immobiliers ou mobiliers, les impôts, les investissements défiscalisants, enfin ça fait beaucoup de rubriques en fait. Donc il faut voir un gestionnaire de patrimoine comme un généraliste, si on fait la comparaison avec la médecine. C'est-à-dire que le médecin généraliste, il a réponse à 90% des questions. Et puis pour un 10% des questions, il fait appel à des spécialistes. Moi, pour un 10% des questions, je fais appel à un notaire, à un expert comptable, à un avocat, etc. Donc typiquement, le genre de personne qui vient te voir, c'est pour épargner leur argent, investir leur argent, c'est ça? Oui, s'il n'y a pas d'épargne, je ne peux rien faire. Ok, très bien. Et c'est dans quel exactement... donc ils investissent dans quoi? Des assurances vie, comme de je l'ai dit, il y a beaucoup. C'est ça. Ok, d'accord. Disons les plus récurrentes? Tu saurais pas dire? Non. Ok. Ok. Donc, tu as parlé d'immobilier. Oui. Donc, moi, ça m'intéresse. J'imagine que l'envie des gens d'investir dans l'immobilier fluctue en fonction de plusieurs critères. Donc, tu as dit que tu étais dans la gestion de patrimoine depuis combien de temps déjà? Presque 20 ans. Donc, ça a fluctué depuis. J'imagine qu'il y a eu des crises entre-temps qui a fait évoluer l'investissement dans l'immobilier. Quelles sont les principales périodes où il y a eu vraiment une évolution conséquente?
autant positivement que négativement? Alors, tu parles de l'évolution des prix de l'immobilier ou l'évolution de l'appétence pour les gens à l'immobilier? De l'appétence. C'est ça. Le premier gros choc, si on remonte simplement aux années 2000, c'est 2008 avec la crise des subprimes. Tout à coup, l'immobilier, comme à peu près tous les placements, sentent le soufre. Les banques ne prêtent plus d'argent. Donc, les clients sont obligés de ne plus investir dans l'immobilier. Ensuite, on a une réplique de la crise des subprimes en 2011. Malgré tout, pendant toute cette période, mettons 2000-2023, l'immobilier n'a cessé d'augmenter. Okay. Simplement, il y avait moins de transactions, moins d'acquisitions. D'accord. Ok. Je voulais savoir, donc en parallèle de ce métier-là, tu es prof, c'est ça? Oui. Donc, depuis combien de temps? Depuis 13 ans, je crois. Ok, donc c'est principalement à l'université que tu enseignes? Oui, université, école de commerce. Ok. Et principalement, du coup, c'est quoi, sur quoi exactement tes cours? La fiscalité du particulier, la gestion d'actifs et l'offre de produits banque assurance. Ok. Honnêtement, ça c'est un truc qui me passionne pas mal. En tout cas, est-ce que tu aurais en termes de fiscalité, tu leur enseignes quoi exactement? Toute la fiscalité du particulier, depuis le début jusqu'à la fin. Ça prend 4 jours pour faire les 4 modules. Ok, d'accord. Ah, ok, donc c'est pas des cours sur la durée. C'est pas toute l'année. Ok. Non, donc c'est juste des interventions pendant une certaine période, ok. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment, parce que j'imagine que de base, t'étais pas du tout prof, et puis même dans tes anciennes expériences, t'étais pas du tout là-dedans. Enfin, comment t'as réussi à faire ton réseau et devenir prof? En fait, c'est le bouche à oreille. J'ai relayé un collègue qui tenait un cours de fiscalité et qui a souhaité arrêter. J'ai pris sa place et après le bouche à oreille font que je me suis retrouvé dans de plus en plus d'universités. Ok. Moi, je voulais savoir du coup par rapport à l'école, comment tu trouves l'approche, parce que j'imagine que comme tu n'avais pas les notions de professeur, tu savais très bien qu'il y avait du théorique, qu'il y avait des cours, qu'il y avait des TD, des machins, mais est-ce que c'est toi qui est-ce que c'est toi qui as décidé un peu, qui a vraiment choisi la structure de ton cours? Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, tu as suivi une template, ok. C'était principalement du théorique, où il y avait vraiment de la pratique, où genre tu laissais les élèves... c'était un cours traditionnel, disons. Non, c'est les deux, il y a beaucoup de pratique. En fait, les élèves demandent de la pratique, et je suis obligé d'en faire pour m'assurer qu'ils ont compris la partie théorique. Ok, d'accord. Donc à presque chaque partie théorique, il y a des exemples concrets, je les fais monter au tableau, on fait des petits calculs, on fait des schémas, des croquis, c'est assez dynamique comme cours. Ok, du coup, en fait, c'est un cours en classe, pas en amphi, avec un... En classe. Donc il y a vraiment j'ai l'impression que c'est quand même actif, c'est pas tu parles pendant des heures et les élèves prennent des notes. Non, c'est très participatif. Et moi-même, ça me plaît beaucoup parce que ça me donne de l'énergie, donc je vais chercher la participation. D'ailleurs, pendant le Covid, j'ai donné ces cours en visio. C'est jouable, mais ça n'a rien à voir. Ouais, justement, alors c'est vrai que c'est différent, mais ça m'intéresse beaucoup, l'enseignement, l'apprentissage, etc. Moi, je suis autodidacte depuis que j'ai arrêté le lycée. Que j'ai fini le lycée, pardon. Et donc, du coup, comment est-ce que tu saurais répondre à ça? Moi, je trouve que pendant le lycée, et même j'ai fait 1 an de fac, je trouvais que l'enseignement ne me correspondait pas. On était beaucoup... c'était beaucoup théorique. Il y avait aussi des TD, hein, bien entendu, mais quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait autant de cours théoriques, ou on devrait faire au contraire justement passer à plus de pratique? Je pense que ça dépend aussi en fonction du cours, mais je voudrais avoir un peu ton avis là-dessus. C'est une vaste question, c'est difficile de répondre. Peut-être que ce que je vais dire ne s'applique pas à tous les cours, donc je n'ai pas prétention de répondre pour tout l'enseignement. Bien sûr. Moi, je crois beaucoup en la pratique de la matière que l'on étudie. Une partie théorique est inévitable, mais après, il faut, comme je disais tout à l'heure, s'assurer que la classe a suivi en faisant des exemples pratiques et des exercices. Ok. Après, en termes de cours, ce que j'ai pu constater,
c'est la différence fondamentale qui existe entre les enseignants de formation et les intervenants qui sont des professionnels. Le professionnel va toujours se raccrocher à son expérience, à son vécu, à son métier. L'enseignant, finalement, il est passé des bancs de l'école où il était élève aux bancs de l'école où il est professeur. Il a construit un syllabus et il le suit, quoi. J'aimerais revenir sur ton travail actuel. Est-ce que quand les clients ils viennent te voir, ils disent qu'ils ont besoin d'investir leur argent, déjà, bon, j'imagine que ils savent dans quoi investir, ou alors vraiment, est-ce qu'ils viennent te voir et disent on veut investir dans l'immobilier, ou juste ils veulent investir leur argent, épargner leur argent? Il y a tout, ça dépend. Il n'y a pas de règle fixe. Il y a des gens qui viennent avec une idée préconçue. Okay. Et il y a des gens qui viennent sans aucune idée en disant voilà, j'ai telle somme, qu'est-ce qu'on peut en faire de malin? Okay. Il y a vraiment de tout. Ok. Et en fait, donc par exemple, ce type de personne qui t'annonce une somme, et dans quoi, en fait, est-ce que tu te bases vraiment sur l'actualité, ou enfin dans quoi, en général, tu leur rediriges en général? C'est comme si tu demandais à un médecin, quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit qu'il a besoin de vous, dans quoi vous le dirigez? En fait, je suis pas d'accord avec ça, puisque après, ça dépend peut-être de la somme, mais non. Ok, donc par exemple, il y a deux personnes qui viennent me voir avec la même somme, et du coup, la réponse sera différente? Ça peut. Ok. Est-ce que, du coup, à part l'immobilier, du coup, tu aurais des exemples où... Oui. Oui. En fait, je prends l'exemple du médecin parce que c'est exactement ça. Le médecin, tu pousses sa porte. Il ne sait pas ce que tu as. Il sait juste qu'a priori, tu as une pathologie, tu es malade, tu n'es pas bien. S'il ne t'ausculte pas, il ne peut pas te faire une prescription. Et il ne va pas te faire la même prescription pour une angine que pour une phlébite. Ok. Là, c'est pareil. Bonjour monsieur, j'ai 300 000 € à placer. Ouais, so what? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre horizon de placement? C'est quoi votre sensation par rapport au risque? Ok, donc tu essayes d'abord de le comprendre et... Sinon, okay. Ça sert à rien. Tu te plantes à tous les coups. C'est comme si tu laissais repartir ton patient au bout de 30 secondes avec une ordonnance. Ok. Ça te dirait qu'on joue à un jeu? Genre par exemple, je viens de voir et je te dis que j'ai tant à investir et tu me poses ta série de questions. Ça va durer trop longtemps. Ça va durer trop longtemps. Ouais. C'est plus d'1 heure. Ok. C'est 1 heure, 1 heure et demie de discussion. Et pour ce faire, il faut une vraie situation. Tu ne vas pas réussir à inventer tout au fur et à mesure de la discussion sur 10 minutes. Et 10 minutes, ça ne suffit pas. Ok, d'accord. Mais les critères, c'est cela. C'est l'horizon de placement, la sensibilité au risque, l'aversion pour certains types de placements, la fiscalité. Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte pour dire j'ai une bonne solution, ça pourrait être ça. Okay. Et comme il en existe plusieurs dizaines, ça va dépendre en fait. Okay. Alors bien sûr, on peut séparer les dizaines de solutions en deux grandes catégories. Il y a les investissements immobiliers, mais il y en a plusieurs sortes, et les investissements mobiliers, et il y en a plusieurs sortes. Ok. Par exemple, les investissements immobiliers, les différentes sortes? L'immobilier classique, traditionnel, en pierre, le loueur immobilier non professionnel, le Malraux, le monument historique, les SCPI achetés en démembrement, le financement ou non de cet investissement, y a-t-il de l'IFI, y a-t-il une tranche marginale élevée, y a-t-il, tu vois, je te parle déjà chinois là. Ouais, c'est ça. C'est quoi le SCPI? Des sociétés civiles de placement en immobilier. C'est ce qu'on appelle vulgairement de la pierre-papier ou de l'immobilier collectif. Ok. Donc c'est une catégorie d'investissement, c'est ça ou... Oui. Ok. Donc en fait, mon métier c'est de savoir et de ne pas noyer les clients dans les explications. Ok. Pour ce faire, j'ai impérativement besoin d'identifier ce qui peut leur correspondre le mieux possible et de leur faire qu'une seule proposition, ou en tout cas en donnant beaucoup de détails que sur une proposition, sinon je les perds. Ok. Un cursus de gestion de patrimoine, c'est 6 ans, donc ok. Ils peuvent aussi faire 6 ans d'études et après ils sauront tout seuls ce qu'ils veulent faire. Ok. Non, c'est hyper... C'est très facile à faire le parallèle avec la médecine. On est vraiment des fonctionnements. On n'est pas des métiers proches, mais on est des fonctionnements qui sont très très proches. Ok. Donc ça dépend vraiment du client, de ses envies, de sa situation. En vrai, ouais, c'est un domaine hyper large et tout. Est-ce que à part du coup l'immobilier, tu t'avais dit tout à l'heure qu'il y avait de le mobilier. Oui. Du coup, c'est l'investissement littéralement sur du mobilier. Donc
des commodes Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ce qu'on appelle placement mobilier, c'est tout ce qui n'est pas immobilier. Donc tout ce qui est liquide. Ok. Donc là, typiquement, assurance vie, ce genre de choses. Typiquement, l'assurance vie, ce genre de choses. Ok, d'accord. Mais ça peut être aussi le PER, ça peut être le PEA, ça peut être les livrets, ça peut être un compte titre, ça peut être plein de choses. Ok. Et donc, par exemple, les livrets, du coup, c'est vraiment des livrets standards. Donc, livret A, livret de développement. Oui. Et en fait, du coup, ça, c'est vraiment plutôt des investissements à court terme, j'ai envie de dire, non? Puisque, Oui. Ouais. Oui, Ok. mais il en faut pour pouvoir préserver une capacité de liquidité C'est ça. ultra disponible, de l'argent ultra frais. Et il se trouve que quand les livrets étaient à 1%, je les déconseillais formellement. Maintenant qu'ils sont montés à 3%, après tout, avoir une petite somme placée à 3% net d'impôt, c'est pas idiot. Ok. Concernant les assurances vie, encore une fois, du coup, les assurances vie, c'est on place notre argent pendant un certain temps et l'assurance utilise notre argent pour faire des investissements, si j'ai bien compris, non? Oui, que tu as choisi. C'est ça. Et donc, du coup, encore une fois, ça dépend de ton client, Oui. sur quoi il veut investir, etc. Oui. Est-ce que ça existe les assurances vie vraiment orientées, entre guillemets, développement durable, qui vraiment... Alors, c'est pas les assurances vie qui sont orientées développement durable, Ok, c'est les fonds qui sont à l'intérieur des assurances vie qui le sont. ok, Donc, si tu dis à ton gestionnaire de patrimoine, je veux investir que dans des fonds ISR, bah, il va te trouver des fonds ISR. d'accord. Et c'est possible d'avoir du coup plusieurs assurances vie. Oui. Ok. Et du coup, élargir du coup ses investissements, etc. Ok. Ça va être intéressant. Est-ce que si on prend une assurance vie en particulier, je sais pas, c'est toi l'expert. Donc je sais que le placement à risque, c'est du... je sais pas s'il y a une granularité, mais moi, quand j'ai voulu investir dans mon assurance vie, c'était investissez 60% à risque, ou bien 40%, ou bien 20% à risque. Est-ce que c'est le même fonctionnement partout, ou c'est vraiment... Non, en fait, réfléchir? ça, c'est un fonctionnement imposé par les assureurs. Ok, La détermination du niveau de risque, elle se fait par la classification des produits sur une échelle de risque qui va de 1 à 7 et qui est éditée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. ok, Là, tu peux jauger, dans une première approche, le niveau de risque du produit. La répartition des fonds entre le fonds euro et ce qu'on appelle les unités de compte, les UC, c'est quelque chose qui a été amené en douceur petit à petit et maintenant avec violence par les assureurs, parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent sur les UC que sur les fonds en euros. ok. Donc ils ont implanté dans l'idée du public qu'un placement équilibré, c'était par exemple 20% d'UC et 80% de fonds en euros. Comme ça, au moins, ils arrivent à avoir 20% sur lequel ils gagnent beaucoup plus. J'entends. Donc du coup, ça c'est c'est imposé par les assureurs. Mais en quelque sorte, du coup, quand tu dis que c'est... Finalement, il n'y a que les assureurs qui proposent des assurances vie, ou il y a Les banques aussi, les mais banques. les banques deviennent assureurs du coup. Donc c'est ça. Et donc du coup, en fait, le client, lui, il n'a pas trop le choix que de se Ça dépend soumettre à des ce qu'il contrats propose. d'assurance. Il y en a qui laissent le choix, il y en a qui ne le laissent pas. Ok. Est-ce que si on prend un laps de temps, par exemple, entre j'en sais rien, 2015 et aujourd'hui, est-ce que ça a déjà été intéressant d'investir 60% de son épargne à risque? Oui. Ça a été plus intéressant qu'être beaucoup plus sur la défensive. Oui, par exemple, lorsque le Covid arrive, en début 2020, les marchés financiers dévissent de 50%. Pour tous les gens dont je fais partie qui ont acheté à ce moment-là, on s'est fait des plus-values entre 50 et 100% en un an. Ok. D'accord. Mais sur quoi exactement? Sur les actions. D'accord. Ok. Donc c'est la bourse. Ok. Mais ça, du coup, c'est plus du tout des assurances vie. Du coup, Non, mais dans une assurance vie, on peut mettre des fonds actions Ok. D'accord. qui vont suivre un petit peu la performance des marchés. Ok. Intéressant. Et donc ça, du coup, c'était intéressant. Et du coup, à part les actions en bourse, est-ce qu'il y avait autre chose ou pas du tout? Bien Ou sûr. alors, t'es peut-être pas au courant. Enfin, je sais pas. Le private equity,
l'investissement en produits structurés, l'investissement en obligations, enfin, il y en a des dizaines de solutions d'investissement. Ok. En fait, je pense que si tu cherches à les identifier toutes, tu vas te noyer. Ok. Très bien. Pour quelqu'un qui voilà, souhaite investir son argent, mais paradoxalement, il veut être il veut prendre le moins de risques possible. Ce qui est plus fiable, tu vas me dire encore une fois qu'il y en a peut-être plusieurs, mais ce qui devient l'idée, par exemple, c'est quoi? Le livret A, le LDD, le fonds en euros. Le fonds en euros, qu'est-ce que tu appelles le fonds en euros? C'est un fonds que tu mets dans un contrat d'assurance vie. Ça s'appelle fonds en euros. Ok, très bien. Et ça, du coup, les banques, les assurances en proposent. Voilà. Okay. Très bien. Ok, j'aimerais bien reparler du livret A. Récemment, le taux d'intérêt a augmenté pour les particuliers. Comment ça se fait qu'on est arrivé aussi bas? Est-ce que tu as une explication par rapport à ça? Oui, bien sûr. Le taux du livret A, il est calculé en fonction du taux de l'inflation. Et comme on avait une inflation ridiculement basse, jusqu'à 1,5%, le taux du livret A avait baissé jusqu'à 1%. Et là, comme l'inflation explose et que le taux du livret A est recalculé, je ne sais plus, tous les semestres, je crois, mais j'en suis pas 100% sûr, il remonte. Il remonte régulièrement. Nous parlons encore d'une autre remontée bientôt peut-être. Ok. Ok. C'est vraiment un exercice pas facile parce que en fait, moi, j'ai un profil technique et c'est vrai que tout ce qui est investissement, tout ça, je suis un peu, entre guillemets, à la ramasse et c'est cool qu'on en parle. En termes de livret développement durable, encore une fois, c'est la banque alors là, du coup, c'est la banque plutôt qui du coup investit sur des comment est généré du coup ton revenu quand tu investis dans du livret développement durable? J'avoue que je l'ignore. Ok, ouais. Intéressant. Et est-ce que c'est la même chose du coup pour le livret A? C'est la même chose, je l'ignore aussi. Ok. En termes d'investissement, je pense on a fait le tour. D'accord. Moi, il y a un truc, puisque comme tu es enseignant, bon voilà, Dominique, on se connaît depuis longtemps. Donc c'était en 3e année, là je suis en 5e année. Il y avait voilà une période dans ma vie où je voulais arrêter l'école, où je voulais enfin me lancer dans la vie, etc. Et on a eu une discussion il y a 2-3 semaines concernant l'importance du diplôme. Et je fais aussi le parallèle par rapport à parce que je l'ai vu quand j'ai voulu chercher des stages, etc. Il y avait beaucoup de grosses boîtes qui demandaient des personnes avec 5 ans d'expérience. Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Pourquoi le diplôme est nécessaire? Pourquoi il faut en avoir un pour être... je te laisse répondre à ça. La question est large, donc la réponse va l'être aussi. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut un diplôme parce qu'on n'est plus jamais seul sur une offre d'emploi. Plus jamais. Donc, le recruteur, malheureux, va avoir à trier parmi 200, 400, 2000, 5000 CV. Comment il va trier? Donc, il commence par regarder le diplôme. Et il vire tous ceux qui n'ont pas le bon diplôme ou qui n'ont pas de diplôme. Même si, peut-être, la perle rare était là-dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tous les diplômes ne se valent pas, mais de manière générale, dans une école supérieure, ou à l'université peut-être, je ne l'ai pas fait, on apprend, et notamment on apprend à apprendre. Moi, je vois mes étudiants en master, par exemple, ils sont formatés, ils ont la tête bien faite. On peut leur poser une colle sur un domaine qu'ils ne connaissent pas, ils vont mouliner et ils vont dire on va faire comme ci, comme ci, comme ça et on va y arriver. Et ça, c'est à l'école qu'on l'apprend, pas sur le tas. Les connaissances, on peut les apprendre sur le tas. Mais la méthode de réflexion, c'est à l'école qu'on l'apprend. Ou alors ça prend beaucoup plus de temps. Très bien. Merci pour cette réponse. Du coup, moi je voudrais rebondir quand même dessus. Alors oui, du coup la réflexion et on apprend la réflexion à l'école. Je t'avoue que après peut-être que ça se passe après le lycée, mais moi j'ai bien senti que quand je suis arrivé par exemple à la fac,
il fallait que je me débrouille moi-même. Et le lycée que j'ai fait, en tout cas, on était quand même... par exemple, les notes, on les prenait pas, on était encore sur le dictée, etc. Et je pense que ça dépend des lycées. Et donc, du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu trouves pas quand même que il y a quand même quelque chose qui fait que, en fait, on suit un peu trop. En fait, j'ai l'impression que quand on est à l'école, on nous donne pas l'opportunité de réfléchir par nous-mêmes, mais de suivre une structure et donc, du coup, après, de suivre un plan. Je pense que ça dépend ce que tu appelles l'école. Jusqu'au bac, tu apprends de la culture générale et tu apprends des connaissances. Ok. À mon sens, ce n'est qu'après le bac, et peut-être parfois la deuxième, voire la troisième année après le bac, qu'on t'apprend la méthode, la réflexion, etc. Le bac, c'est devenu quelque chose de gratuit. Dernier taux de réussite au bac, 92%. Ça n'a juste aucun sens. Ça veut dire que pour ne pas l'avoir, il faut vraiment faire exprès ou pas se présenter à l'examen. Malheureusement, ça a produit des gens qu'on envoie maintenant en université ou en école supérieure parce que nous, les familles, nous, je le dis bien, on veut plus que des cols blancs, on veut pas de col bleu dans la famille. Et je pense qu'une bonne partie de ces gamins sont sur des voies sans issue. Et c'est pas ça qui va leur donner du boulot. Ok. Donc, à partir de la deuxième, troisième année, on commence vraiment à développer des réflexions et à apprendre par nous-mêmes. Ok. Oui, oui. Et on attend d'ailleurs, dans les travaux dirigés et les différents travaux qu'on vous propose, on attend une vraie part de réflexion et pas seulement régurgiter des connaissances. Ok, parce que du coup, moi, en vrai, j'ai pas le bon parallèle, puisque j'ai fait qu'un an de fac et ensuite je suis allé dans une école privée où il y avait une méthodologie beaucoup plus différente. Mais il y a quand même un pourcentage. En fait, je trouve que le système, et puis en plus c'est cool parce que j'ai plein de questions après qui vont rebondir là-dessus, c'est que en fait j'ai l'impression que l'école, alors peut-être pas après la fac ou peut-être après, mais que l'école c'est un jeu dans lequel où, en fait il faut avoir une bonne note, enfin l'étudiant le comprend comme ça et donc du coup ne fournit pas d'efforts et se met à tricher. Enfin, c'est toujours un jeu du chat et de la souris qui fait que, en fait, du coup, on met des règles plus strictes. Je crois qu'il y a peut-être 2, 3 ou 4 ans, avant, je sais que dans la calculette, on pouvait sauvegarder des cours et après, il y avait une réforme pendant le bac qui faisait qu'on pouvait couper ce mode-là et qu'on n'avait plus accès aux cours. Et puis maintenant, du coup, on a un nouvel ami qui arrive. Donc là, je vais te parler d'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, qui est donc là, qui est donc un bot sur Internet à qui on pose des questions et qui nous répond avec une structure de phrase plutôt correcte. Mais c'est pas forcément vrai ce qu'il dit. Comment tu vois l'école, la position de l'école par rapport à ça? Puisque, par exemple, si tu prends des DM, des DM, des devoirs maison, ce genre de choses, comment tu vois la position de l'école? Est-ce que, justement, ils devraient mettre en place une réglementation ou, justement, utiliser ChatGPT, justement, pour faire des choses peut-être un peu plus intéressantes aux élèves? Je sais pas du coup si tu as compris la question, mais en gros, est-ce qu'on devrait plutôt réglementer ChatGPT, etc., en voyant ce que ça fait déjà avec la calculette? Alors, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de réglementation, tout d'abord, et que justement, c'est un espace de liberté qu'il faut laisser aux enseignants. Plus précisément, en ce qui concerne ChatGPT, comme tu le disais, la triche a toujours existé. Toujours. Et elle existera toujours, d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, pour beaucoup d'étudiants qui ne s'en rendent pas compte, quand on triche, la plupart du temps, ça se voit. Okay. Donc là, dans une des universités où j'enseigne, il y a 2 étudiants qui se sont fait gauler pour avoir rédigé des devoirs avec ChatGPT et pour avoir pompé leur mémoire
en plagiant un mémoire existant, ils se sont fait évidemment gauler. Ils n'auront pas leur licence, tant pis pour eux. Ok. Donc, ok, je vois. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être laissé à l'appréciation de l'enseignant. Moi, sur le principe, j'ai rien contre ChatGPT. Le plagiat, si, mais ChatGPT, sur le principe, j'ai rien contre. Je voudrais juste, et l'enseignant est en général capable de le faire, que ChatGPT soit utilisé comme un outil et pas pour se substituer à toi. C'est-à-dire que si tu as un mémoire de 70 pages à faire et que tu as 2 pages sur lesquelles tu sèches, où c'est un peu plus compliqué, ou etc., tu ne sais pas comment t'y prendre, et que tu utilises ChatGPT, tu le mets dans tes notes de bas de page, et moi, ça ne me choquerait pas. Par contre, quand tu fais faire tout ton devoir par ChatGPT, bah, autant voir ton prof, lui dire, écoutez, j'y connais rien, mettez-moi la moyenne, s'il vous plaît. Je vois. Ouais, mais en fait, c'est plutôt la même réponse qu'on retrouve. J'ai discuté avec des collègues et des personnes qui disaient qu'en fait, on devrait plus utiliser les outils proposés avec l'intelligence artificielle comme un outil, comme quelque chose qui nous permet d'aller vite. Encore une fois, je suis allé voir cette semaine un studio de design qui disait qu'il gagnait du temps en fait en développant leurs maquettes, etc. Puisque, en fait, en plus de ça, ça nous générait un peu une inspiration. Et donc, ce qu'ils font, par exemple, dans le studio de design, c'est qu'ils reprennent le modèle, puis ça leur permet d'aller plus vite. Et je le vois dans la même chose, dans le code, etc. Typiquement, quand il faut écrire des tests unitaires, des tests d'intégration, et puis il y a plein d'autres cas de figure. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'était juste une petite partie IA pour me retrouver un peu dans mon domaine et ne pas rester perdu dans le domaine de la finance, puisque c'est complexe, on l'a compris. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Avant de te quitter, je vais poser les mêmes questions que j'ai fait d'habitude à tous mes invités. Donc, il y en a 2 dernières. Donc, la première, est-ce que donc, tu as bien compris, mon public, c'était des personnes qui sont en manque de confiance en soi, qui n'ont pas qui ne se lancent pas, etc. Et est-ce que tu auras un message pour des gens qui doutent, qui n'osent pas se lancer? Est-ce que tu auras un conseil? Ouais, qu'est-ce que vous risquez? Ok, c'est tout? Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, effectivement. Et donc, la dernière question, c'est... est-ce que tu as des rituels, des choses que tu as l'habitude de faire qui te permettent de rester dans un bon état d'esprit, une bonne mentale, une bonne forme? Je sais pas, ça peut être de la méditation, de la musique? Pas du tout. Rien de tout ça. La musique, oui, parce que j'en écoute en permanence. Mais en fait, je pense que le point principal, c'est de bien faire ce que je fais. À partir du moment où j'ai bien fait ce que j'ai fait, j'en éprouve de la satisfaction, ça fait disparaître le stress, et je suis prêt à recommencer une autre tâche. Donc, ou je fais quelque chose bien, voire très bien, ou je le fais pas. Donc, tu as besoin de faire les choses pour te sentir. Ok, intéressant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, je t'en prie, pour ce podcast. Et merci aux auditeurs et à la prochaine.